On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la directrice générale du Conseil économique du Haut-Richelieu, Sylvie Lacroix, pour nous parler des impacts de la MMA dans la région. Vous savez, l'été dernier, il y a eu cette tragédie au lac Mégantic, mais ça engendre des dommages collatéraux à l'égard du transport ferroviaire. Et il y a des entreprises dans la région, 11 plus précisément, qui contiennent 700 emplois, qui sont actuellement un peu en péril à cause des problématiques engendrées par la mise en faillite de la compagnie MMA. Mais d'abord, parlons du Collège militaire royal Saint-Jean, qui a mis sur pied une nouvelle institution qui est en fait le temple de la renommée. On a d'ailleurs intronisé 4 membres importants il y a quelques jours à peine, mais aussi une nouveauté. Vous savez que maintenant, la nouvelle commandante du Collège militaire royal Saint-Jean est une femme, donc c'est une première. Et aussi, l'équipe de direction, l'équipe de commandement est composée uniquement de femmes, c'est une première. Et on reçoit à l'instant le colonel Jenny Carignan. Parlons maintenant du Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu et on vit en quelque part une certaine première. Une première femme à titre de commandant du collège, mais également une équipe de direction, une équipe de commandement entièrement féminine. Donc, je vous présente le colonel Jenny Carignan. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous êtes accompagné d'Éric Lemarec, qui est, lui, officier aux affaires publiques. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Bon, je vais commencer par vous, donc, colonel Carignan. Expliquez-nous un peu votre cheminement dans ce monde militaire qui fait de vous aujourd'hui la première femme. On dit bien commandant ou commandante du collège militaire. Je ne sais pas l'usage du féminin ou du masculin, mais bref, expliquez-nous un peu votre résumé. Bien, moi, je suis rentrée dans les forces en 1986, puis je suis passée à travers le collège militaire aussi, là, comme officier, comme élève officier. Puis j'ai gradué avec un bac en génie des combustibles et des matériaux. Puis j'ai servi par la suite avec la branche du génie de combat. Donc, j'ai grandi à travers un entraînement militaire par la suite là, qui est le monde du génie de combat. Donc, ceux qui sont les experts en explosifs, champs de mines, construction de ponts, destruction de ponts. Donc, c'est le genre là, de travail que je faisais au niveau militaire. Je suis allée à l'école aussi au travers de tout ça. Donc, en termes d'éducation, pour moi, ça a toujours été très important. Donc, j'ai un MBA de l'Université Laval et j'ai aussi une maîtrise en études militaires du Collège état-major de Leavenworth au Kansas, aux États-Unis. J'ai aussi 3 missions. Donc, je me suis déployée sur le plateau du Golan, qui est un endroit très chaud présentement entre la Syrie et l'Israël. Je me suis aussi déployée en Bosnie, dans le cadre d'une mission de l'OTAN, et en Afghanistan, dans la région de Kandahar. Bon, ce qui est quand même frappant quand on regarde votre feuille de route, vous êtes dans le monde militaire donc depuis 1986. Je le dis très honnêtement, vous semblez être, pas vous semblez, vous êtes bardé de diplômes, vous êtes allé aux études, vous avez fait des missions à l'étranger, et malgré tout ça, vous êtes mère de 4 enfants. Oui, absolument. Donc, la conciliation travail-famille, vous connaissez, là? Je connais très bien, mais je dois dire que l'entraînement que j'ai reçu au collège militaire m'a très, très bien préparé à ça. Les collèges militaires nous préparent très, très bien, non seulement à la vie de travail, mais aussi à la vie personnelle. Donc, c'est une formation qui était très complète. On apprend très, très vite ce qui est important et ce qui l'est moins. Et tout est une question là, de mettre les priorités aux bonnes places au bon moment et puis de gérer son niveau de stress aussi au travers de tout ça. Donc, la vie au collège militaire, là, je dois dire, c'est une des meilleures préparations que je pouvais trouver là, pour me préparer à tout ça. Là. Bon, autre fait inusité, puis c'est peut-être le fait du hasard qui a voulu ça, mais votre équipe de commandement est entièrement féminine. C'est assez unique aussi. Oui, puis ça a donné comme ça. Les planètes se sont alignées pour donner ce résultat-là. Puis je suis très, très contente de mon équipe, là. J'ai une excellente équipe au collège. Je pense qu'on
On a des gens avec beaucoup d'expérience et des expériences différentes. On a une équipe qui est très diverse. Donc, on apprend là, à apprécier ces différences-là. Puis non seulement ça, mais à exploiter justement les forces là, de chacun. Là. Bon, Éric Lemarec, est-ce que ça change la dynamique de voir, premièrement, une première femme commandante, mais en même temps, de voir cette équipe de commandement entièrement féminine? Vous êtes quand même là depuis quelques années au collège. En quoi ça change la dynamique dans les opérations courantes? Ouais, je vous dirais très simplement, ça ne change absolument rien. Je pense que dans les forces canadiennes, on est habitué à ne pas faire de différence si c'est un homme ou une femme. Donc, en premier, lorsqu'on l'a su au mois de mai, les gens ont trouvé ça inusité. Ça doit être 3 femmes, mais dans la vie de tous les jours, ça ne change rien. Les gens, des fois, demandent mais quelle différence ça fait? Mais c'est un petit peu comme demander quelle est la différence entre un homme et une femme. Mais pour moi, colonel Carignan, c'est vraiment le commandant. Après un bout de temps, on n'y pense même plus. C'est un commandant. Et je vous dirais que c'est quelque chose qu'on apprend au collège militaire. Au collège militaire, que les officiers soient des hommes ou des femmes, ils ont accès au même poste. On ne regarde pas le sexe de la personne pour déterminer quel poste ils vont avoir. Ouais. En même temps, est-ce que ce n'est pas un peu un signe des temps? Parce qu'on regarde au Canada, aux États-Unis, bon, Mme Marois, qui est la première femme première ministre, on regarde même au Canada, je pense qu'une majorité de provinces actuellement sont dirigées par des femmes. Bref, et probablement que dans 5 ou 10 ans, on n'en fera plus état parce que là, ça sera la 2e, la 3e, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on a quand même l'impression de marquer un peu l'histoire? Parce que l'armée canadienne qu'on a connue dans les années 60 et 70 n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. La preuve vivante, votre commandement est entièrement féminin. Vous êtes la première femme commandante du collège. Donc, avez-vous quand même l'impression de faire un peu l'histoire ou de faire même avancer la cause des femmes aussi? C'est certain que dans ma vie de tous les jours, là, j'ai beaucoup de choses dans mon assiette. C'est très rare que je vais regarder cet aspect-là. Là. Ouais. L'histoire, on l'écrira une fois que je serai à la retraite. Donc, moi, j'avance avec ce que j'ai, j'avance avec ce que je peux donner de mieux. Ouais. Donc, je ne pense pas nécessairement là, à l'histoire et à ce qu'on fait. C'est certain qu'on se fait dire souvent, OK, tu es la première à faire ça, tu es la première à faire ça, OK. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devait arriver. À un moment donné, à force de grandir au travers l'organisation, à travers les rangs, à travers le temps aussi, c'est certain qu'on devait en venir là à un moment donné. Bon. Qu'est-ce qui vous a amené à diriger donc le Collège militaire royal Saint-Jean? Parce que vous connaissez quand même assez bien l'institution, vous y étiez de toute façon, mais en quoi ça change les choses aujourd'hui? Comment on vous a présenté ce mandat? C'est au mérite. C'est certain qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont présentés puis qui compétitionnent pour ce genre de poste-là. Toute l'expérience et le bagage là, de chaque personne, chaque candidat potentiel est regardé. Et puis, c'est soumis à un comité là, de succession qui regarde. Là, donc, ça faisait partie de vos ambitions, donc, un jour de diriger le collège? Jamais. Je veux dire, moi, là, quand j'étais assis sur les bancs de l'école au collège, jamais qu'un jour j'aurais pensé diriger le collège. Jamais, jamais. Je pense que c'est une des choses là, c'est toujours la façon dont j'ai géré ma carrière, c'est que j'ai jamais fait de plan. J'ai jamais fait de plan. J'ai toujours... On laisse saluer les choses. J'ai toujours pris les opportunités quand elles sont passées. J'ai toujours voulu faire des choses que j'aimais. Donc, c'est une... je pense que vous me demandiez tantôt là, comment on fait pour gérer tout ça, la famille, les enfants. Je pense qu'à prime abord, il faut faire quelque chose qu'on aime. Donc, j'ai toujours aimé ce que je faisais. Et puis, j'ai fait des choix là, dans ce sens-là. Parlons maintenant du Temple de la Renommée, M. Lemarec. Donc, c'est une nouveauté qu'on a cette année au Collège militaire? Bien, c'est une nouveauté que le prédécesseur du colonel Carignan avait commencé. Le colonel Maillet avait eu l'idée. Donc, l'idée, c'était de reconnaître et de montrer comme exemple des gens qui étaient soit passés au collège ou des gens qui avaient contribué au collège.
Alors, ça s'est passé le 7 septembre. On avait des invités importants. Le chef de l'état-major, général Lawson, était là. Et ça nous a donné l'occasion de présenter 4 géants qui ont aidé non seulement le Collège militaire, non seulement les Forces canadiennes, mais réellement la société. Alors, il y avait Général Day, il y avait Général Natinchuk, Lieutenant-général Hébert et M. Jacques Castonguay, l'ancien recteur du collège. Donc, c'est une tradition qu'on veut implanter, si bien qu'année après année, il y aura de ces personnalités qui seront intronisées au temple de la renommée du collège? Bien, le colonel Carignan pourra décider quand elle va décider d'introniser différentes personnes, à quel rythme. Bon, donc, quelle est votre opinion là-dessus? Parce que c'est une nouveauté, donc, qu'on vous lègue. Qu'est-ce que vous allez en faire du Temple de la Renommée? Pour nous, c'est une occasion là, tout à fait spéciale, justement, là, de remercier puis de reconnaître la contribution là, de ces géants-là. Et puis aussi, là, c'est des modèles à suivre pour les élèves officiers. Donc, des fois, là, on a des journées assez difficiles. Donc, de voir, OK, un jour, c'est des choses qui sont possibles. Ces gars-là étaient assis dans ma chaise il y a 25, 30 ans. Donc, c'est une occasion de faire ça. Tout dépendamment des nominations, tout dépendamment de quel dossier on a sur la table, là, c'est peut-être pas quelque chose qu'on va faire à tous les ans, mais c'est quelque chose qu'on veut faire de façon régulière. Définitivement. Au fur et à mesure qu'il y aura, dans le fond, des candidats à remercier. Il nous reste sénateur Dallaire à introniser parce qu'il ne pouvait pas être présent à ce moment-là. Donc, on en a aussi là, de près là, à regarder. Puis c'est des cérémonies qui sont qui sont très demandantes aussi à organiser. Ah oui, tout à fait. Donc, de façon régulière, mais peut-être pas à tous les ans. Bon, on ne le répétera jamais assez. À quoi ressemble aujourd'hui, en 2013, le niveau d'activité au Collège militaire Royal Saint-Jean? Donc, en résumé, les activités du collège, ça ressemble à quoi cette année? Les activités du Collège militaire sont les mêmes qu'ils étaient en 1995. Donc, on est toujours à développer les futurs leaders des Forces armées canadiennes à travers les 4 piliers. Donc, celui des études, de leadership, le sport et au niveau du bilinguisme. Donc, c'est les 4 piliers sur lesquels le programme est formé. Et puis ça n'a pas changé, c'est resté le même. Où il y a une différence, par contre, présentement, c'est qu'on offre le niveau collégial. Donc, les étudiants qui rentrent au Collège militaire, ici à Saint-Jean, font leur niveau collégial pour les préparer ensuite à passer au niveau universitaire qui se complète à RMC à Kingston. Et cette année, vous comptez combien d'élèves officiers? Cette année, on est juste au-dessus de 200. Donc, une des particularités du collège, c'est justement la grandeur des classes, le niveau d'encadrement. Donc, des classes beaucoup plus petites, beaucoup plus d'encadrement au niveau des professeurs puis du corps des militaires aussi qui encadrent ces étudiants-là. À vous deux, merci beaucoup. Bonne saison. Je sais qu'il y aura probablement d'autres activités en cours d'année. On aura l'occasion de se revoir, évidemment. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle des impacts de ce qu'il y a eu cet été au lac Mégantic au niveau de la compagnie MMA. On sait que ça peut affecter nos entreprises dans le parc industriel du Haut-Richelieu. Bref, on en reparle au retour. L'été dernier, lac Mégantic, on connaît la tragédie, on connaît l'ampleur de la tragédie. Aujourd'hui, on parle un peu des lendemains de cette tragédie
qui crée quand même, dans certains cas, des torts à des entreprises. On le voit à Lac-Mégantic même, où la mairesse, dès qu'on l'entend sur certaines tribunes, parle de cette dépendance de certaines entreprises à l'égard du transport ferroviaire. Donc, l'impact économique dans la communauté est majeur, mais en même temps, on le sait, ce chemin de fer de la MMA traverse la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous aussi, nous avons des entreprises et peu souvent, on parle du transport ferroviaire et de la dépendance de nos entreprises à l'égard du transport. Au cours de l'été, on a vu donc quelques communications passer en provenance du Conseil économique du Richelieu CLD. Avec nous pour en parler, sa directrice générale, Sylvie Lacroix. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Quand on a eu évidemment toute la tristesse de l'événement, mais là, on se dit, et je présume que vous avez fait la même réflexion au mois d'août, c'est quoi les impacts dans une communauté comme la nôtre? Combien d'entreprises dépendent du transport ferroviaire ici dans le Haut-Richelieu? En fait, il faut comprendre que le chemin de fer qui était desservi par MMA, de Montréal jusqu'à Saint-Jean, c'était généralement sur les rails du CP, oui, avec lesquels ils avaient une entente, ils appellent ça un Operating Agreement. Donc, ils offraient le service ferroviaire. Ça donne à peu près, de Montréal, en fait, jusqu'à peu près à la hauteur de la Trinquette, ou l'ancienne gare du CP. Tout ce qui va de la gare du CP vers Farnham et Lac-Mégantic, donc plus vers l'est, c'était vraiment la propriété de MMA, Montréal Main and Atlantic. Alors, quand il y a eu l'arrêt des opérations, on se disait, bon, c'est pas si pire, puisque de Montréal, on pouvait être desservi jusqu'ici. Il y a le CN aussi qui croise oui, sur notre territoire. Mais en bout de ligne, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des arrêts des opérations de MMA le 20 août. Donc, le Canadien Pacifique a mis fin à l'entente qu'ils avaient avec MMA temporairement. Là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait de nos entreprises qui étaient vraiment très dépendantes. On a fait un sondage auprès des 231 entreprises manufacturières du territoire et il y en a 11 qui sont revenus pour nous mentionner qu'effectivement, c'était une problématique et même une problématique sérieuse dans certains cas, puisque l'approvisionnement se faisait par citerne et le transport se faisait par voie ferrée et la livraison des marchandises aussi se faisait par voie ferrée. Alors, ça représentait à l'époque, quand on a fait le premier sondage, à peu près 700 emplois dans la région. Pour un total. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et il y a certaines matières, entre autres, qui sont dangereuses, qui ne peuvent pas être transportées sur route, parce que l'autre option, c'est de transporter sur route. Alors, il faut comprendre qu'un citerne, ça prend environ 4 camions. Maintenant, quand le citerne arrivait, si on prenait un exemple d'une entreprise, le citerne arrive, est installé à côté de l'usine. L'usine s'approvisionne et quand le citerne est vide, la compagnie amène une locomotive et le transport se fait. Mais quand vous faites la livraison par camion, le camion ne reste pas à côté de l'usine. Alors, ça prenait des installations, des silos ou un site de transbordement. Alors, c'est toute une logistique qui est importante et qui entraîne des coûts additionnels. Et il y a certaines matières en plus qui ne peuvent pas être transportées sur les routes. On a une entreprise qui avait de l'ammoniac et l'ammoniac ne se transporte pas sur les routes. En tout cas, on ne veut pas que ça se transporte sur les routes et ça ne peut se transporter que par chemin de fer. Donc, dans ce contexte-là, l'entreprise était vraiment problématique. Bon, à partir du moment, donc, on a fait la lecture des besoins et pour ne pas dire même de la dépendance de ces emplois et de ces entreprises, quelles sont les actions qu'on peut poser ensuite? Bien, la première des choses, c'était, on est allé voir avec MMA. MMA s'était mis sur la protection de la loi de la faillite. Donc, on est allé voir quelles étaient les intentions. On a parlé avec le syndic. On a, par la suite, regardé, devant l'incertitude, parce qu'à un moment donné, ça marchait, ça marchait pas, là. Les entreprises, souvent, ne peuvent pas se fier à un mode de transport qui fonctionne et ne fonctionne pas. Il y a des livraisons qui doivent être faites. Souvent, c'est du just-in-time, à la toute dernière minute. Alors, on a commencé à regarder les options qui pouvaient s'offrir à nos entreprises. Bon, si le CP et MMA qui opéraient le chemin de fer du CP n'étaient plus en fonction, est-ce que le CN pouvait desservir? Bon, ça pouvait être une autre option. Les autres options, c'était les sites de transbordement. Un site de transbordement, c'est quand ça part du citerne ou du wagon vers un camion ou du camion vers le citerne. Alors, on a fait un inventaire des sites de transbordement qui étaient à proximité. Et aussi, on a contacté les transporteurs de la région, donc Transport Bourassa, Transport Le Maire, pour savoir quelles étaient leurs installations. Est-ce qu'il y avait un site de transbordement? On est chanceux, Transport Bourassa a un site de transbordement directement dans Saint-Jean. Et sur les deux lignes, en passant sur le CP et sur le CN. Oui. Ouais. Alors, donc, on a contacté ces compagnies-là pour essayer de voir quelles étaient les options. On a contacté le CN, le CP
et une autre entreprise qui s'appelle Genesee Wyoming. Ce sont les 3 compagnies ferroviaires qui ont des rails en Montérégie. Il y en a une autre compagnie aussi dans le coin de Québec, mais c'est plus touristique, là, dans le coin de Charlevoix. Alors, on a contacté ces entreprises-là pour savoir quelles étaient les facilités, les services qui pouvaient être offerts aux différentes entreprises là, qui étaient touchées par justement l'arrêt des opérations de MMA. Et l'autre question, c'est est-ce que ça fonctionne? Le transbordement, dans certains cas, oui. On a la preuve parce que quand on parle avec MMA, il y a beaucoup moins de transport qui se fait maintenant avec MMA qu'il s'en faisait. Ça fonctionne, mais ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher pour les entreprises. Dans certains cas, ils sont capables de transférer le coût additionnel à leurs clients et de l'intégrer dans leur prix. Dans d'autres cas, ce n'est pas possible. Il y a dans le cas de certaines marchandises, le prix est fixé à la bourse. Alors, votre coût de transport, qu'il augmente ou qu'il baisse, vous l'absorbez dans votre rentabilité à ce moment-là ou à perte, si c'est le cas échéant. Dans d'autres cas, non, ça ne fonctionne pas parce que ce sont des marchandises qui ne peuvent être transportées que par ferroviaire, ce qui implique à ce moment-là que l'entreprise pourrait éventuellement envisager de déménager. Carrément. Carrément, pour se rapprocher parce qu'elles ne peuvent plus opérer. Elle ne peut plus carrément Donc, opérer. est-ce qu'on est dans une période, disons, assez critique où il y a des décisions qui vont devoir se prendre assez rapidement? Oui. En fait, vous avez probablement vu dans les journaux que l'OTC, qui est l'Office des transports du Canada, avait émis un certificat d'aptitude à MMA pour opérer, oui, conditionnellement à l'obtention des assurances adéquates. Bon, ce certificat d'aptitude-là est bon jusqu'au 1er octobre, donc dans moins d'une semaine. Le 30 septembre à minuit, si l'OTC ne reconduit pas le certificat d'aptitude de MMA, les opérations sont arrêtées carrément. L'autre échéance qui est importante, c'est celle du 9 octobre, où le syndic, qui est Richter, va aller se présenter devant la Cour pour demander de maintenir des opérations ferroviaires jusqu'à ce qu'il y ait le temps de trouver des acheteurs pour l'ensemble du réseau ou des tronçons de réseau ferroviaire et trouver un opérateur, parce que ça prend un opérateur, c'est pas n'importe qui peut opérer là, sur des chemins de fer. Alors, ces échéances-là s'en viennent très, très vite. On fait des démarches et des représentations, on informe les entreprises sur les différentes options qui sont disponibles. On essaie de voir si le gouvernement ne pourrait pas mettre en place des programmes pour soutenir les entreprises qui doivent absorber des coûts additionnels. Alors, mais il y a beaucoup, beaucoup d'impact sur les arrêts des opérations. Et là, ici, on parle du Haut-Richelieu, mais je présume que c'est comme ça tout au cours du trajet, là? Oui, ça tombe bien, on a eu les statistiques pour la Montérégie. Il y a 4 MRC, en fait, qui sont vraiment touchés. Il y a la MRC du Haut-Richelieu, évidemment, on est au début. Il y a la MRC de Brome-Missisquoi, qui avait le site de Farnham, le site de transbordement. Il y a au cœur de la Montérégie et la Haute-Yamaska, aussi dans le coin de Granby, qui sont touchés. Ce sont 24 entreprises qui sont touchées directement et c'est 1800 emplois, juste en Montérégie. Je n'ai pas la partie là, qui concerne Lac-Mégantic et la région de Magog. Bon. Donc, si on dit que dans notre région immédiate, c'est 700 emplois de concernés, vous avez parlé tantôt disons, de moyens palliatifs là, pour un certain temps, mais d'autres où ce n'était pas possible. Donc, vraiment, c'est quoi? C'est 300, 400 emplois qui sont vraiment en péril en ce moment? Initialement, c'était 11 entreprises et 700 emplois. Il y a une des entreprises qui comptait au-dessus de 250 emplois qui a réussi à s'organiser. Là, on vient de descendre à peu près à 450 emplois pour le territoire ici. Il y a des entreprises qui ont commencé à prendre des arrangements. C'est sûr que l'objectif, là, c'est de maintenir le transport ferroviaire, un transport ferroviaire sécuritaire, mais un transport ferroviaire. Alors, nous, on travaille pour essayer de trouver des pistes de solutions, trouver un opérateur, trouver des privés qui pourraient éventuellement reprendre les activités. Bon, parce qu'en quelque part, si effectivement, là on le sait, MMA est sous la loi de la faillite au Canada et aux États-Unis, mais si on en venait qu'à liquider les actifs via le syndic, le souhait, c'est qu'il y ait un autre opérateur qui puisse faire exactement ce que MMA faisait. Un repreneur. Ça peut être un privé qui n'est pas nécessairement opérateur, qui achète le réseau ferroviaire, les tracts de chemin de fer, et que ce soit opéré par quelqu'un d'autre. C'est sûr que le scénario idéal, c'est que ce soit un opérateur qui devienne propriétaire du réseau de MMA. Parce que les rails ne déménageront pas, je dirais. Non, mais ils ont besoin de travaux, par exemple. Il ne faut pas se cacher qu'il y a des travaux, des investissements majeurs qui doivent être faits sur le réseau. C'est quand même un enjeu majeur pour une communauté, là. Oui, effectivement. Effectivement, on souhaite que cette situation-là se corrige rapidement.
on se rend compte à quel point on est rendu dépendant de ce mode de transport-là. Puis il faut comprendre que, mettons qu'il y a une partie de ces transports-là qui se retrouvent sur la route. On vient d'augmenter de beaucoup le transport. En Montérégie, on parle de 26 000 camions de plus sur nos routes par année. Alors, c'est toutes nos infrastructures qui vont être touchées aussi. Alors oui, c'est un enjeu qui est beaucoup plus... C'est dramatique ce qui s'est passé à Lac-Mégantic, mais il faut aussi regarder les dommages collatéraux qui pourraient se faire le long du territoire du chemin de fer. Sylvie Lacroix, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Un peu partout au Québec, ce sont les journées de la culture, les 27, 28 et 29 septembre. Et dans la région, il y a plusieurs activités qui sont offertes. Pour connaître un peu la liste, soit vous allez sur le site Internet de la Ville via maculture.ca ou sinon journéedelaculture.qc.ca. Ça, c'est le site provincial. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits du conseil municipal. Ça achève. Là, il y aura une petite pause parce qu'il y a un dernier conseil le lundi 30 septembre. On va faire la captation. On va vous présenter 2 émissions. Après quoi, il y aura une pause durant la campagne électorale jusqu'au mois de novembre. Télébingo, il y a toujours 3 500 $ en prix à chaque semaine, tous les dimanches matins, 9h30. Et il y a toujours une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos cartes et vos livrets. Pour connaître la liste, allez sur tvhr9.com où vous composez le numéro qui est affiché à l'écran. Télé du Haut-Richelieu, vous avez les nouvelles coordonnées. En fait, on a déménagé 145 rue Richelieu, code postal J3B 667. Le reste, ça reste pareil. EricLatour.com, vous avez la grille horaire de l'émission. Évidemment, si vous avez manqué parfois des émissions, vous pouvez les retrouver sur Internet via tvhr9.com pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées et surtout que dorénavant, elles sont disponibles en format YouTube, donc disponibles pour vos appareils iPhone et iPad. On est là demain.